Bonjour, soyez le bienvenu dans cette rubrique qui a pour ambition de répondre aux questions que vous vous posez quant à la marche du bateau. On va commencer aujourd'hui par une des questions qui reviennent le plus souvent, qui est la maîtrise de la force qui s'applique à la voile. Pour cette première explication, nous avons choisi un catboat, en l'occurrence ici un laser. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'une seule voile et que l'explication est plus simple que si nous avions deux voiles ou trois voiles comme il peut se faire. Néanmoins, ce que l'on va dire s'applique également à des bateaux ayant plusieurs voiles. Bon, rappelons qu'il y a trois éléments qui constituent la force. La surface de voilure qui est une évidence pour tout le monde, le volume, la cambrure de la voile, et le braquage, c'est-à-dire l'orientation que fait la voile par rapport au vent. Pour un bateau, on voit ces deux bateaux, par exemple, l'un est au près, l'autre est au vent de travers. L'angulation de la voile étant la même par rapport au vent, les deux forces qui s'exercent sur cette voile ou celle-ci sont les mêmes, sans considération de l'orientation du bateau. Seul après, la vitesse du bateau va influer sur le vent apparent. On a une force vélique qui, grossièrement, est perpendiculaire au plan de la voile, c'est-à-dire en gros à la baume. Cette force, on peut la décomposer de deux façons. Une force de traînée, qui est toujours suivant l'axe du vent, puisque la traînée, c'est une résistance de l'objet au vent, et une force de portance. L'intérêt, c'est d'avoir le maximum de force orientée dans le sens de la route où on veut aller. Ce qui nous intéresse, c'est d'expliquer l'effet du vent sur la voile, indépendamment de la position du bateau. Simplement ici, on va avoir un réglage de voile qui est constant, c'est-à-dire que le réglage est toujours comme au près. Simplement, on va faire pivoter le bateau pour déplacer l'angle d'incidence que fait la voile par rapport au vent, c'est-à-dire son braquage par rapport au vent. Donc on part d'un bateau qui serait en ralingue face au vent. À ce moment-là, il n'a que de la traînée et ce bateau va reculer. Profitant de le bateau recule, on met un peu d'angle à la barre de telle façon que le vent vienne buter dans la voile. À ce moment, sur le côté au vent, ici, de la voile, l'écoulement venant buter est ralenti, alors qu'il n'est toujours pas ralenti sur l'autre face. Deux vitesses égale deux différences de pression va faire que ce tissu va être attiré et la voile va prendre forme. Dans une deuxième phase, ici, on va continuer à abattre de telle façon à augmenter l'angle que fait la voile par rapport au vent. Le bateau abat légèrement et va prendre de la vitesse parce que l'obstacle ici par rapport au vent est augmenté et donc davantage de molécules s'échappent sous le vent et donc on va créer une force. On va donc avoir une force ici qui se crée. Plus on va augmenter l'obstacle, plus de molécules vont s'échapper sous le vent de la voile, sur l'extrado de la voile, et à ce moment-là, la force va gagner en valeur. Alors on se dit, c'est tout bon, on va continuer à braquer notre voile, à la mettre de plus en plus en travers du vent, et qu'est-ce qui se passe? La force chute. C'est-à-dire que le bilan, à chaque point, c'est ce qu'on a mesuré de favorable en portance et ce qu'on a de défavorable sur la traînée. À chaque fois qu'on aura ce critère portance sur traînée, c'est le meilleur chiffre qui va nous donner la vitesse du bateau. On voit bien qu'à un moment donné, on continue à gagner toujours sur la portance. Ici, la traînée progresse. Là, on a bien progressé. Le gain est important par rapport à ce qu'on a ici. Mais si on continue, ici, on n'a pratiquement plus de gain. Et par contre, notre traînée, elle, a augmenté d'autant. Au vent de travers,
On peut redécomposer, on a donc notre force qui est orientée perpendiculaire à la voile, qui va être notre force vélique. On va avoir sur cette force une force de dérive qui va être faible, et par contre, on va avoir une force propulsive qui va être importante. Si on avait braqué un peu plus la voile, on aurait pu développer la force vélique, mais on aurait eu un peu plus de force transversale et un peu moins de force longitudinale. On a ici un bateau qui est au près, qui est pratiquement à son meilleur rendement, puisqu'il est pratiquement aux portances maximum. Ce bateau au largue de grand largue a la voile exactement réglée de la même façon par rapport au vent. Il faut bien dissocier l'angulation de la voile et l'angulation du bateau. Donc ici, si on a les meilleures performances pour la voile ici, on les a également ici. On va abattre. Petit à petit, on va se trouver pénalisé du fait que l'air ne suit plus complètement l'extérieur de la voile. Donc on commence à avoir des tourbillons qui montent à contre-courant et on n'a plus qu'une partie ici, la partie avant, qui travaille sur la portance. Plus on va abattre, plus notre voile va être perturbée sur son extrado, donc il n'y aura plus que la traînée qui agit, qui doit lutter contre la traînée de carène qui est à l'envers, la traînée vélique qui est favorable, mais il n'y aura plus qu'elle. On aura perdu ce facteur très important qui est la vitesse d'écoulement sur l'extrado qui crée la portance. Il faut constater que pour ce qui est de la force sur la voile, la force reste constante à partir du moment où l'ensemble de l'extrado est perturbé. Donc on a toujours intérêt dans ce cas-là à avoir les voiles d'équerre à la route. Puisque ce qui va compter, c'est la surface projetée. On n'a plus du tout à gagner sur le portance. Dans ces zones-là, par contre, il faut faire très attention parce que tout ce qu'on peut tenir encore en portance donne de la force. Si je veux doser ma force au près, j'ai une latitude de bon rendement entre une voile qui commence à être perturbée sur son bord d'attaque, qui prend un petit peu à l'envers, et une voile qui ne va plus avoir un écoulement tangentiel à son côté bombé, qui va commencer à s'éloigner, dont les flux vont commencer à s'éloigner de la voile avant d'arriver au bord de fuite, et à ce moment-là, mes petites faveurs, ici, ne seront pas dans le prolongement de la voile. Ce petit repère-là est très très important. Donc plus on va affaiblir l'angle, moins on aura de force, plus on augmente l'angle, plus on va augmenter la force, jusqu'à une limite qui est celle de ce décollement au bord de fuite. Le phénomène est exactement le même lorsqu'on est au largue. Si on veut un peu plus de force, on va refermer la voile, et si on va l'ouvrir pour diminuer la force. C'est toujours pareil, une orientation par rapport au vent. Si on abat, à un moment donné, l'air ne peut plus suivre l'extrado de la voile, le soulevant de la voile, va décoller un peu tôt, et donc on va avoir une partie avec un écoulement rapide ici qui fait des basses pressions, mais on ne l'aura pas vers la chute, donc on a une perte de vitesse, et plus on va contaminer l'extrado, les tourbillons vont gagner, le décollement va faire plus tôt, les tourbillons vont gagner vers le bord d'attaque, et plus on va perdre de vitesse pour arriver à un extrado complètement tourbillonnaire, et à ce moment-là, on n'a plus de jeu du tout sur la force, on subit la force telle qu'elle est, on ne peut plus jouer sur elle. Alors, il y a 3 idées à retenir. Pour un cap constant, vous allez, en jouant sur l'ouverture de votre voile, sur l'angle qu'elle fait par rapport au vent, trouver la meilleure performance, celle qui va convenir le mieux à votre bateau. Il ne faut pas hésiter à rechercher, pour un cap constant, ce meilleur angle. Si pour une raison quelconque, vous êtes en surcharge, par exemple au près, le bateau gîte exagérément, vous allez réduire l'angle pour réduire la force. Par contre, si vous êtes au vent de travers, si vous faites la même chose, vous allez partir en survitesse. Donc, au contraire, vous allez favoriser le décollement
en abattant. Et dans les deux cas, vous allez réduire la force. Là, dans le premier cas, en réduisant l'angle, au contraire, dans le deuxième, en l'augmentant.